l'émerveillement par la découverte de la nature. Prendre le temps de contempler, toucher et respirer ce qui m'entoure. Me confronter à l'inconfortable brutalité de la météo. Chasser le poids de la routine afin d'être en perpétuelle reconnaissance de ce que la vie m'offre. Voici les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ces projets fous. Et c'est là que nos chemins se sont croisés avec l'île de Madeira. Elle est surnommée la perle de l'Atlantique et elle est située à 500 km des côtes marocaines. Les canaux d'irrigation sont appelés les levadas et elles constituent plus de 1000 km de sentiers de randonnée. Certaines sont faciles, accessibles, d'autres sont difficiles et techniques. Les levadas sont parfois l'unique voie d'accès à des lieux isolés, en parfaite harmonie avec la nature. De quoi découvrir des paysages mais à couper le souffle. J'envisage de traverser l'île de l'extrême est à São Lourenço vers l'extrême nord-ouest à Porto Muniz. C'est un périple de plus de 140 km dans une météo tropicale avec des dénivelés assez raides. Et pour ajouter un peu de difficulté, je suis atteint d'un diabète type 1. C'est une maladie assez complexe avec deux risques majeurs. La première, c'est l'hypoglycémie. Le deuxième risque majeur, c'est l'hyperglycémie. Cette maladie, c'est le déclic de tous mes projets fous. C'est grâce à elle que j'en suis là. Elle est avec moi chaque jour dans cette expédition et j'ai pris la décision de l'apprivoiser. C'était la première fois que je partais faire plusieurs jours de randonnée seul, sans assistance, dans un autre pays que la France. Et je vous cache pas que j'avais quand même beaucoup plus de stress. Comment faire si mon matériel me lâche? Est-ce que je n'ai rien oublié? Et est-ce que j'ai suffisamment de jours pour réaliser ma traversée avant mon vol retour? C'est des questionnements que je me pose pas en France. Cette fois-ci, je me lance pas dans un périple en 100% autonomie, comme j'ai voulu faire sur le Tour du Mont Blanc, et tout ça dans le but d'alléger mon sac. Dans cette météo tropicale, les sentiers sont plus souvent glissants et mieux vaut être léger. Là, j'ai allégé mon sac de 4 kg par rapport au TMB et croyez-moi, ça change la donne. Sur mes 7 jours de traversée, il y a eu 6 jours où j'ai croisé au moins une fois un hôtel, un restaurant ou un B&B. Donc j'ai pu manger au moins une fois par jour, que ce soit petit déjeuner ou dîner quoi. Bon, j'ai quand même pris avec moi dans le sac 30 pâtes de fruits, 15 barres de céréales et 1 kg de muesli en cas d'hypoglycémie. J'ai pris tout de même avec moi le matériel de nuit, avec la tente, le matelas, le duvet, etc. pour bivouaquer un maximum tant que la météo me le permet. Si vous envisagez de faire du bivouac sauvage sur l'île de Madeira, il va falloir demander une autorisation au préalable à la Direction régionale des forêts. La démarche pour demander ces autorisations se fait assez facilement sur internet. Je vous donne le lien du site en description de la vidéo. Et une fois que vous avez votre autorisation, conservez-la soit sur votre smartphone, soit sur un document papier afin de le présenter dans le cas où vous croiserez un garde forestier. Pour ma part, je n'ai pas croisé de garde forestier sur tout le long de la traversée, mais cette attestation, elle sert surtout aux gardes forestiers d'avoir des informations sur vous en cas d'accident. Ça leur permet de vous recenser et de vous référencer. Alors vous allez voir que c'est un peu comme sur le GR20, vous allez réserver des emplacements de camping sauvage. Alors pour la petite anecdote, j'avais été sur le site internet pour pouvoir aller dormir sur un emplacement de camping près du Ribeiro Frio. Et il s'avère qu'il était noté complet sur le site. Disons que mon chemin passait par cet emplacement et j'ai voulu voir par curiosité s'il était vraiment plein. Et honnêtement, j'ai vu qu'il y avait seulement 3 tentes, dans un emplacement qui pouvait en accueillir au moins 20. Donc ne vous fiez pas forcément à ce qui est noté sur le site internet, allez voir par vous-même. Mais dans sa globalité sur l'île, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il n'y avait pas énormément de monde qui bivouaquait en mode sauvage. Disons que j'ai eu l'impression que l'île est vraiment préservée du bivouac de masse. Ça me changeait pas mal du Tour du Mont Blanc,
Dans mon organisation, j'ai réservé aucun logement en avance. Si j'avais besoin d'un hôtel ou d'un B&B, disons que je m'y prenais la veille pour le lendemain. Je fais ça parce que j'ai besoin d'avancer à mon rythme. Disons que je ne veux pas me dire il faut absolument que je marche vite pour pouvoir atteindre l'hôtel ou le B&B afin de faire le check-in. Ça, c'est quelque chose qui me gâche le moment, quoi. Certains diront que c'est quand même plus cher de réserver la veille pour le lendemain. C'est vrai, mais comme j'alterne ces nuits avec des nuits de bivouac sauvage, disons que je m'y retrouve sur le budget. À mon arrivée sur l'île à 16 h, j'ai réservé un hôtel dans la ville de Machiko pour me rapprocher au maximum de l'extrême est de l'île afin de démarrer la première randonnée tôt le lendemain matin. Pour le premier jour de randonnée, j'ai pris un taxi le matin qui m'a emmené sur le sentier le plus emprunté de l'île, Punta de São Lourenço. Et j'ai vite compris pourquoi des milliers de personnes venaient admirer ces paysages. C'est un endroit juste unique, d'une beauté sans fin. C'est le seul endroit de l'île très aride, avec peu de végétation. Ça, c'est dû au vent très présent et au climat bien plus sec que le reste de l'île. C'est un endroit qui contraste complètement avec le reste de l'île, qui est plutôt humide et verdoyant. Mais quelle sensation de marcher sur une roche volcanique rouge vif, quoi. Bon, en revanche, ça reste quand même une roche spongieuse et assez coupante, donc c'est très important de rester concentré pour éviter la chute sur ces sentiers. L'île, elle est habitée par une surpopulation de lézards, j'en ai jamais vu autant de ma vie. Si vous avez prévu de rester la journée là-bas, vous avez une petite plage sauvage à l'arrivée de la randonnée qui est juste magnifique, quoi. Mais généralement, sur les premiers jours de randonnée, le diabète et mon corps ne font pas bon ménage. Alors là, c'est un petit peu particulier comme toutes les premières matinées. C'est le moment où je fais pas mal d'hypoglycémie. Donc je fais des pauses et je remange surtout le matin, c'est là que ça vient. Après, le seul petit hic, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est pareil, je m'y attendais. Mais ça, c'est à ne pas manquer, quoi. Franchement, je suis ravi. Donc là, je suis sur le retour, je vais essayer de trouver un resto pour manger le midi et après continuer. Allez, c'est parti. Alors fort heureusement, au départ et à l'arrivée de la randonnée, vous avez 2 food trucks pour pouvoir vous ressourcer. Vous avez un food truck qui fait du snack avec des sandwichs ou des burgers, etc. Et un autre qui fait essentiellement de la boisson avec des jus de fruits pressés. Bon, pour ma part, je me suis fait également plaisir, j'avais tellement soif que j'ai pris une bouteille d'eau et un grand jus d'orange pressé. Ça m'a fait un bien fou, quoi. Là, ça commence à être chaud, là. Là, je suis sorti un petit peu de la ville et je me suis dit, allez, je continue le chemin. J'ai été un petit peu suivre le tracé sur Google Maps. Et malheureusement, ça m'emmène que sur de la route. Parfois, il n'y a pas de trottoir, donc c'est assez dangereux. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser. Je vais essayer de réserver un logement dans la prochaine ville. Je pense que je devrais y être d'ici 1 heure. Là, il est déjà 17 h. Et le soleil se couche à 20 h 30. Pour la première journée de marche, disons que ça a commencé directement dans le dur. Parce qu'à 18 h, je ne savais toujours pas où est-ce que j'allais dormir. Mes réserves en eau étaient épuisées et la pluie commençait à pointer le bout de son nez. Bon, fort heureusement, j'ai trouvé un petit snack bar pour me ressourcer en eau. C'était un endroit où se réunissaient les locaux de l'île. J'ai vite compris que c'était des purs locaux parce que ce sont des personnes qui ne parlaient ni anglais et ne le comprenaient pas également. Donc j'ai dû communiquer avec des gestes et ça a très bien fonctionné tout de même. Je me suis rendu compte que ma gourde à l'intérieur de mon sac, elle s'était ouverte et du coup, il y a 1 litre d'eau qui s'est déversé dans mon sac, donc tous mes vêtements secs pour le soir sont tous détrempés. J'ai essayé de trouver un hôtel ou un Airbnb ou autre, j'ai rien trouvé de disponible directement pour ce soir. En même temps, c'est normal, je m'y prends vachement tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu. Là, j'en ai encore pour, je dirais, 2-3 heures pour remonter un peu dans les hauteurs et trouver un endroit pour bivouaquer. Sur cette première journée, les contraintes, elles s'enchaînaient une à une. Ça mettait quand même mon moral à l'épreuve, mais fort heureusement, il en fallait quand même beaucoup plus pour me faire abandonner. Dans ces moments-là,
Chaque petit réconfort est bon à prendre. J'avais croisé des bananiers et des vignes avec de belles grappes à portée de main sur le chemin. Je me suis permis d'en goûter quelques-unes et je vous avoue que ça redonne de la motivation. Il y a eu des alternances de pluie et d'accalmie, de pluie, d'accalmie, ça n'a pas arrêté. En plus de ça, je me suis trompé 2 fois de chemin, ce qui n'a pas arrangé les choses. Mais je suis arrivé, là il est 8h moins le quart, j'ai trouvé un spot bivouac magnifique, de rêve comme j'ai jamais fait. Celui-là c'est fou, là je suis sur une falaise avec une vue sur l'océan juste en face de moi, c'est juste incroyable quoi. Au lever le matin, j'étais pas arrivé au bout de mes peines, parce que d'autres problèmes allaient me mettre encore et encore à l'épreuve. Au niveau de mon diabète et de ma glycémie, ça a été assez compliqué aussi parce que en fait, j'avais fait une hypo toute la journée juste après avoir mangé et finalement c'est remonté en fait dans la nuit en fait, ça s'est décalé de je sais pas combien d'heures, au moins 6 heures. J'ai été en hyperglycémie toute la nuit. Je garde le meilleur pour la fin. J'ai mon matelas qui est crevé, donc j'ai dû dormir à même le sol. Je crois que là, la vie me met à l'épreuve. À même le sol pendant 7 jours, là, ça va être chaud. J'ai de quoi le réparer. Normalement, j'ai des rustines pour trouver là où c'est crevé, pour trouver le trou. Là, ça va être une autre paire de manches. Je vais essayer de trouver un point d'eau pour pouvoir mettre de l'eau dessus et voir si ça bulle. Mais j'essayais de concentrer mon attention sur l'environnement qui m'entourait. J'arrêtais pas de me répéter la chance que j'avais de me réveiller au milieu d'un tel décor, quoi. Sur le 2e jour, j'ai traversé une partie de l'île par la côte, là où les falaises venaient faire barrière aux gigantesques vagues de l'océan Atlantique. Je me suis retrouvé tout d'un coup dans un environnement complètement contrasté avec l'extrême est de l'île. Une flore omniprésente, des étendues verdoyantes sur fond iodé, des sentiers aménagés en bord de falaise qui sont juste à couper le souffle. C'était le meilleur cadeau que l'on pouvait m'offrir pour me faire oublier la succession de problèmes que j'avais à surmonter. Là, je ne pensais plus au diabète, je ne pensais plus à ce matelas crevé, ni même aux vêtements trempés. Dans ces moments, 100% de mon attention est focalisée sur la contemplation. Je suis comme aimanté et je me pose 1000 questions. Comment et pourquoi ils ont décidé de construire ce sentier dans un endroit si inaccessible? Est-ce que la construction de ce sentier, elle fut dangereuse? Est-ce que les personnes qui ont construit ce sentier sont encore vivantes? Enfin, ça fuse de partout. C'est dans ces moments qu'instinctivement, je dispose pleinement de mes sens. Je regarde, je sens les odeurs et j'écoute. La chose la plus contraignante avec le diabète type 1, et ça c'est vraiment d'un point de vue personnel, c'est de devoir penser systématiquement à l'état de ma glycémie, à l'état du taux de sucre que j'ai dans le sang, et ça de jour comme de nuit. Disons que je suis dans le contrôle de mon corps de manière permanente, et ça me pompe une énergie considérable. Par exemple, ce serait impossible pour moi de faire de la méditation et de me détacher complètement de mon corps. J'aurais trop peur de ne pas pouvoir corriger une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Et il y a uniquement lorsque j'explore les créations de Dame Nature que j'oublie complètement ma maladie. Je m'extrais du contrôle permanent. Je regarde à peu près toutes les 2 à 3 heures ma glycémie dans la journée. Ça peut m'arriver après 6 à 7 heures de marche de me dire « Tiens, mais c'est vrai que j'ai le diabète type 1, je devrais peut-être contrôler ma glycémie. » Alors d'un point de vue médical, ce que je te dis, c'est pas un exemple. Mais qu'est-ce que ça fait du bien à l'esprit? Qu'est-ce que ça fait du bien au moral de plus penser à sa maladie? Et d'un point de vue purement personnel, prendre soin de son esprit, de son moral, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus pris au sérieux dans la médecine traditionnelle. Bon, bah me voici arrivé dans la ville de Porto da Cruz, j'ai rejoint la première ville, ouais. Eh bien, je me fais marrer tout seul. J'ai essayé de regarder ce qu'il y avait sur mon matelas et j'ai pas trouvé le trou, c'est un micro trou, c'est vraiment un tout petit truc. Là, il fallait absolument que je trouve un matelas neuf. Là, je voulais pas dormir à même le sol, ne serait-ce qu'une nuit de plus, j'aurais pas pris de plaisir. Ce qui est extrêmement pratique sur l'île de Madeira, c'est qu'on trouve des bus pratiquement partout en direction de la capitale, donc de la ville de Funchal. Vous avez Sam qui dessert l'est de l'île, il me semble, et Rodoeste qui dessert plutôt l'ouest de l'île.
Là, j'étais à Porto da Cruz et j'avais regardé en taxi, j'en avais pour 60 € pour descendre jusqu'à Funchal, alors qu'en bus, j'en avais seulement pour 4 €. Évidemment, j'ai opté pour le bus, quoi. J'avais 2h30 à attendre avant que le bus arrive, alors je me suis posé dans un restaurant pour manger local, et le sandwich octopus à 3,50 €, c'était juste une tuerie, quoi. Le sentier PR10 vers Ribeiro Frio est incontestablement une randonnée à pas louper sur l'île, quoi. C'est une randonnée qui vous fait découvrir la forêt primaire de Madeira sur un parcours d'environ 10 km. À de nombreuses reprises, le sentier de la Levada se retrouve assez étroit. Tu passes par des petits escaliers, des passages dans des tunnels. Lorsque l'on sort des tunnels, on se retrouve parfois en flanc de falaise avec une vue sur la côte et sur l'océan qui est juste magnifique. C'est un endroit grandiose, lui aussi il m'a fait oublier tous les problèmes que j'ai pu rencontrer en début de randonnée, quoi. J'ai trouvé que le sentier était bien sécurisé avec peu de dénivelé et je le trouve assez accessible pour tous. Là il est 15 h, je viens d'arriver à Ribeiro Frio, j'ai mis un bon petit 3 heures pour faire la traversée, il y a à peu près 11 km. Du coup à Ribeiro Frio il y a 2 restaurants là que je vois l'un à côté de l'autre. Donc je me suis arrêté, je vais manger et puis après ce sera venu le moment de trouver un endroit pour bivouaquer. Ce deuxième emplacement de bivouac, il était également magnifique. Alors il est bien indiqué sur Google Maps, en revanche il n'est pas facile à trouver car il n'y a aucune signalisation. Là vous allez devoir monter des escaliers le long d'une levada et avant d'atteindre une magnifique cascade, vous allez devoir tourner à gauche pour arriver à l'emplacement de bivouac. Écoute, il pleut un max depuis 5 h du matin. Ce que je vais faire tranquillement, c'est que je vais prendre mon petit déj avec les petits muesli et je vais essayer de remballer sous la pluie. Niveau diabète, c'est pas fameux non plus, hein. Là, depuis le début, c'est beaucoup plus chaud à me réguler, je trouve. Ça change par rapport à mes autres randos, je sais pas, mon corps ne réagit pas pareil. C'est peut-être au niveau du climat, il y a un truc qui... Je sais pas, il y a un truc qui change. En tout cas, là, je fais pas mal le yo-yo. J'arrête pas de faire des grosses hyper et je redescends très bas. Avant de faire des hippos, je me resucre et puis ça remonte. Ça fait que de faire le yo-yo, quoi. Donc, particulièrement dans cette randonnée, là, le diabète me fatigue beaucoup, là. Je sais pas si ça se voit au niveau de mes cernes qui sont très creusées. Là, je sais pas, dans un climat tropical, j'ai pas du tout l'habitude. Après avoir essuyé les 2 premiers jours de galère, lorsque j'ai remballé ma tente le matin du 3e jour, un événement inattendu et fort appréciable est venu changer la tournure de mon expédition en solitaire. Hello, I'm Fernando and walking with my friend. Good feeling and a new friend for the walking in Madeira. Thank you. C'est super sympa, il vient de m'inviter à prendre un petit thé. Hier, c'était mon tour, j'ai fait ma tournée avec la bière. Et puis là, on discute et puis après, on reprendra le chemin. Donc ça, c'est aussi ça que j'aime bien aussi dans ces randonnées-là, c'est les rencontres. Allez, c'est reparti. Alors, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. On partageait une passion commune et les va-et-vient avec ma caméra pour vous partager ces images ne semblaient pas lui poser problème. Là, on se doutait pas qu'on allait parcourir la journée la plus physique du parcours en reliant le Ribeiro Frio jusqu'à une zone de bivouac après le Pico Ruivo. Là, on s'enfonçait de plus en plus dans la haute montagne de l'île, là où la couverture nuageuse est omniprésente avec quelques éclaircies façonnées par la force des vents. N'en revenez pas de marcher dans cette forêt primaire à 90%. C'était la première fois que je pouvais contempler une forêt primaire. Tout simplement le fait de me dire que c'est une forêt intacte, originelle, sans la moindre trace d'exploitation de l'homme, ça rendait ce vestige exceptionnel. D'autant plus que c'est la plus grande forêt de lauriers qui subsiste. Certains passages sont à emprunter avec prudence et d'autres sont complètement recouverts par la végétation. Là, une application mobile de suivi GPS est indispensable pour la traversée de l'île, mais vraiment. Tout simplement parce que vous n'avez pas beaucoup de marquage. En plus, les sentiers sont recouverts par la végétation. On se demande si on passe vraiment par le bon chemin. Et des chemins, il y en a une multitude qui se croisent. Pour ma part, j'ai utilisé l'application Wikiloc. Vous avez déjà le tracé GPS de la traversée de l'île directement dans l'appli. Et j'ai trouvé que la géolocalisation est très efficace, même lorsque l'on ne capte pas de réseau. En plus de ça, vous avez un essai gratuit de 14 jours dans le cas où vous voulez juste faire cette randonnée avec l'appli.
Bon, me voici arrivé au Pico de Aero. Là, je suis trop content, là. C'est l'un des pics les plus hauts de l'île. Voire même le plus haut, faudrait que je me renseigne, je sais plus trop. Mais je sais que c'est l'un des plus hauts. Et là, je kiffe à mort. Donc là, on va aller se poser, il y a un snack bar. Donc là, on va aller manger. Et après, on va repartir jusqu'au Pico Ruivo. Allez, c'est parti. La randonnée entre le Pico Arriero et le Pico Ruivo, c'est pour moi le sentier le plus impressionnant de toute la traversée de l'île. Les gens disaient que c'était mieux de s'y aventurer en fin d'après-midi car il y a plus de chances d'avoir un temps découvert. Là, avec Fernando, on a entamé cette randonnée à partir de 16h, il me semble. Et en effet, on commençait à voir les éclaircies qui commençaient à pointer le bout de leur nez pour laisser place à un spectacle magnifique. On y croise un nombre incalculable de chemins en flanc de montagne qui offrent des points de vue larges sur les chaînes de montagnes environnantes. Là, j'ai été littéralement transporté par ces paysages tout simplement grandioses. Et on a été tellement transporté qu'on n'avait pas regardé l'heure. On a atteint le Pico Ruivo 1 heure avant la tombée de la nuit. Sachant qu'il est interdit de bivouaquer au Pico Ruivo, on savait pas vraiment où est-ce qu'on allait dormir, quoi. Et par chance, à 30 minutes de marche après le Pico Ruivo, on a trouvé un petit endroit où bivouaquer à l'abri du vent et en bord de chemin. Bon bah joyeux matin à toi. On a réussi à trouver un bivouac hier. Par contre il a plu toute la nuit. En fait j'ai planté ma tente, c'était un petit endroit, c'était de la gadoue. Et puis là ce matin on se lève sous la pluie, tout est détrempé, tout le matériel est complètement détrempé. Donc on va essayer de se trouver un Airbnb ou un hôtel sur la route. Là on va essayer de marcher, voir ce qu'on peut trouver. Et donc repasser une nuit comme ça va être très très chaud. Après une journée de 10 heures de dénivelé positif la veille, on allait dès le matin attaquer le dénivelé négatif. Et je dois avouer que évoluer dans des descentes bien raides, avec des sentiers glissants sous la pluie, ça m'inspirait pas vraiment confiance. On vient d'arriver dans une forêt tropicale dont j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est magnifique. L'atmosphère est ultra humide. C'est complètement luxuriant. Il y a une diversité absolument incroyable ici. Et même s'il pleut, même s'il fait pas beau, franchement, je prends vraiment du plaisir là. Je vois des choses que j'ai jamais vues, je suis très content. Je suis tombé plusieurs fois sans me blesser gravement, heureusement. J'étais également préoccupé par l'état de mon matériel vidéo qui avait quand même bien pris la pluie. C'était dans ces moments que j'arrêtais pas de me répéter qu'il fallait que j'achète des pochettes étanches. En plus de ça, j'avais l'intégralité de mes vêtements dans mon sac et de mes vêtements sur moi qui étaient trempés. Et je voulais pas risquer de refaire une nuit de bivouac avec mon matériel dans cet état. Bon, on vient de se dire au revoir avec Fernando. Ça y est, nos chemins se séparent. Lui, il va continuer le chemin encore sur une quinzaine de kilomètres aujourd'hui. Moi, j'ai préféré la jouer un petit peu plus safe parce que je trouve que les chemins, ils sont vachement dangereux, très glissants. Parce que là, il pleut. C'est vraiment très tropical, là. Bon, bah, c'est un petit pincement au cœur quand même de se dire au revoir avec Fernando. Presque 2 jours ensemble, vraiment très sympa. Et puis, c'est reparti, quoi. Allez, go! J'ai rallongé mon parcours de quelques kilomètres pour rejoindre cet hôtel. Mais qu'est-ce que ça en valait le coup! Un bain à bulles, une piscine avec une vue panoramique sur la vallée, c'était exactement ce qu'il me fallait pour reprendre des forces et du moral. J'ai pu sécher mes vêtements et passer une nuit bien récupératrice. Là, je me réveille avec un temps juste magnifique. Les chemins sont bien secs. Donc là, c'est beaucoup moins dangereux. Je suis très content. Là, je suis prêt à démarrer une bonne journée de marche. C'est trop bien. Et je suis aussi reposé. Donc là, ce soir, je vais jusqu'à presque la ville de Vergem. Et j'ai pu également réserver un petit hôtel. Donc là, je sais où je vais. J'ai une destination qui est bien tracée. Donc je peux prendre aussi mon temps. C'est très agréable là. Je suis pas dans l'inconnu ou je sais pas où est-ce que je vais dormir. Là, je dirais qu'il y a un bon 6 à 7 heures de marche par là. Allez, c'est parti.
Là, c'est vrai que dans la globalité, j'ai l'impression d'avoir eu plus de mal à gérer mon diabète pendant cette randonnée. J'ai du mal à trouver un rythme là, parce que je fais des hypoglycémies. J'ai vachement de mal le matin quand je démarre. Quand je prends des petits déj et tout, c'est très très difficile de pouvoir bien trouver un rythme et de me réguler. Disons que le diabète, je l'ai avec moi, je dois faire avec. Là, pour cette 4e journée de marche, j'allais passer dans une toute autre vallée. Et le temps était magnifique. Ça oscillait entre petites couvertures nuageuses et grandes éclaircies. J'apercevais ces vallées de roches volcaniques verdoyantes. Là, j'avançais seul, sans réfléchir, sans ressentir de fatigue physique. Les conditions étaient parfaitement équilibrées. Je suis passé juste à côté du Pico Grande qui était au-dessus des nuages. C'était la première fois que mon drone volait au-dessus des nuages. J'étais comme un gamin devant mon écran. C'est pas comme si c'était déjà difficile. Je voulais continuer mon chemin, mais ils ont barré la route. Donc du coup, je me tape une déviation de plus de 6 km. Ça va me durer à peu près 1h15, 1h20, voilà. Puis là, ça cogne. Le cagnard, il cogne. Mais bon, c'est quand même assez magnifique. Et puis, on va se les taper. Allez, c'est parti. Là, autant dire que la déviation, elle m'a pas emmené tout le temps sur des chemins de randonnée. Là, j'ai dû réactiver Google Maps pour me diriger. Et j'ai dû passer par la route bitumée. 2h30 de marche sur le bitume, sans trottoir. Disons que c'était pas la randonnée la plus agréable, mais j'avais pas le choix. Yes, fin de la journée. Je suis arrivé à l'hôtel. Je suis super content, je suis un peu sur les pattes quand même là. Comme d'hab, hein, là au niveau des vues, là sur les balcons, les hôtels, ça c'est un hôtel qui est quand même aussi un peu moins cher, beaucoup plus abordable, etc. Et la vue, elle est juste incroyable quoi sur le balcon. Et là, je m'y attendais pas, mais j'allais passer la journée la plus difficile du parcours. Dès le réveil, la pluie avait commencé son œuvre. Là, je ne me doutais pas que j'allais passer 10 heures de marche sous la pluie. Je profitais de quelques accalmies de pluie pour sortir mon smartphone et me repérer sur le chemin. Là, avant de partir, sur le chemin, je me disais, bon, bah, s'il pleut, je vais être trempé, mais c'est vrai que quand il fait beau, je suis trempé aussi parce que je transpire. Donc je me disais, ça allait être pareil, quoi. Mais là, je me trompais, parce que mon matériel de pluie, il n'a pas tenu la route. D'habitude, je ramène avec moi un poncho de pluie, mais je ne l'ai pas pris pour pouvoir alléger mon sac, et j'ai regretté amèrement ce choix. Là, on voyait les Levadas qui coulaient à flot. Il m'arrivait parfois de croiser des chemins qui étaient fermés, donc je devais également trouver un itinéraire, et tout cela sous la pluie. Comme je n'avais pas prévu de pochette étanche, il pouvait arriver que je ne pouvais plus utiliser le tactile de mon smartphone, car il était trop trempé, quoi. Je suis passé par des chemins qui étaient parfois bloqués par des chutes d'arbres, ce qui rendait le franchissement difficile, surtout avec un sac de 17 kg. Mais bon, même sous cette pluie et avec ces difficultés, j'ai trouvé tout de même les chemins vraiment magnifiques. Il y avait du cachet, il y avait quelque chose que j'avais jamais expérimenté auparavant. Là, ce que j'avais bien aimé également, c'était ce passage dans la forêt avec ces branches d'arbres tout ondulées, remplies de mousse. Ça me faisait penser à un film d'horreur. Mais je n'arrivais pas au bout de mes soucis. On m'avait réservé un autre obstacle. C'est là que les ennuis commencent. J'avais réservé une chambre dans un coin un petit peu reculé en nature. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Et en plus, je captais pas, donc j'ai pas pu appeler le propriétaire. Là, à ce moment-là, je commençais vraiment à être épuisé. J'avais déjà marché plus de 8 heures dans la journée. J'ai mis 1 heure de marche pour rejoindre le logement que je n'avais pas trouvé. Puis j'ai mis 1 heure supplémentaire de marche pour descendre jusqu'à la ville la plus proche, donc la ville de Seychelles, ville où je n'ai pas trouvé de logement non plus.
et j'avais 1h30 de dénivelé très positif pour rejoindre l'emplacement de bivouac que j'avais repéré. Donc je rallongeais le parcours de 3h30 et tout cela sous la pluie. Je me suis dit, ça commence à être de l'ordre de l'impossible, alors j'ai trouvé une solution. Écoute, joyeux matin à toi. Bon, hier soir, au lieu de me taper 1h30 de route, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le campement sur le chemin carrément pour pouvoir continuer justement directement ce matin. En revanche, j'ai pas trouvé d'hôtel à Porto Moniz. Je vais retourner encore à la ville de Seychelles. Je vais me poser, je vais essayer d'appeler tous les hôtels pour voir s'ils ont des dispos soit ce soir, soit demain. Et en fonction de, j'organiserai le trip. J'ai pas pu filmer beaucoup parce qu'il a fait que de pleuvoir. Je suis encore vraiment tout trempé. De toute façon, j'ai dormi dans un endroit complètement trempé avec des vêtements trempés. Heureusement qu'il fait pas super froid parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué. Pour la dernière étape de la traversée, il fallait absolument que je trouve un endroit au sec pour sécher ma tente, mon matelas et mes vêtements. J'avais pourtant repéré un camping juste avant la ville de Porto Moniz avec des disponibilités, mais hors de question de dormir à nouveau dehors, car il prévoyait encore des épisodes de pluie la journée et la nuit. Je voulais savourer cette dernière étape. Je voulais être au sec et me prendre une petite bière pour fêter ça, quoi. Bon là il est 10h, il est un peu tard quand même pour un démarrage, mais j'ai trouvé un hôtel à Porto Moniz. Alors c'est pas vraiment dans la ville, c'est encore plus excentré, donc ça va me rallonger d'à peu près 2,5 km également le parcours. Donc là j'ai pu bien me restaurer, j'ai pris un sandwich et tout, là je suis dans un café. J'ai pu également réserver un hôtel à Funchal pour demain soir, où j'irai en bus, j'essaierai de faire la navette en bus jusqu'à Funchal. Voilà. Bon bah allez c'est parti. Moi, j'ai trouvé incroyable la différence de météo entre l'intérieur des terres et la côte. Là, j'ai démarré la matinée du dernier jour dans la brume, car je m'enfonçais dans les terres. Et dès que j'ai commencé à atteindre la côte, là, le ciel se découvrait et laissait passer un soleil brûlant en quelques minutes, quoi. Ah, ça m'a fait tellement de bien de regoûter au soleil à nouveau après tant de jours de pluie. Et là, durant ce dernier jour, c'est là que je commence à avoir conscience de toutes les choses et que je me remémore un peu de tout ce que j'ai vécu. Je me disais que j'avais essuyé quand même plusieurs galères, mais que j'ai pris principalement du plaisir. Il y a quelques années, j'aurais pas pris plaisir d'avoir vécu autant de galères, avoir un matelas qui crève, avoir autant de jours de pluie, perdre ses bâtons, etc. Là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais élargi ma zone de confort, qu'il me fallait encore plus de contraintes pour me décourager. Que les choses les plus importantes, c'est de ne pas me blesser gravement et de maintenir en fonctionnement mon dispositif médical contre le diabète. Pendant une bonne partie de la traversée, j'étais pas satisfait de la manière dont j'ai géré ma glycémie. Et sur la fin, j'ai pu relativiser suffisamment pour me dire « Écoute, j'ai fait de mon mieux car je découvrais des conditions nouvelles. » J'ai parcouru 140 km sur une île tropicale, sans abandonner, avec un diabète type 1, et j'en serai fier toute ma vie. D'un point de vue purement personnel, je pense que c'est nous qui créons nos maladies. Si je garde la colère à l'intérieur, si je n'ai aucune connexion avec la vie, que je suis dans la haine, dans la peur, dans le contrôle, eh bien à un moment donné, le fait de tellement mal vivre amène la maladie. La maladie, c'est un avertissement pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le traitement contre le diabète me soulage énormément. S'occuper de mon corps physique me soulage également beaucoup, c'est-à-dire manger sainement, faire du sport, méditation, etc., etc. Mais la guérison est ailleurs. Si je ne m'occupe pas de mon corps émotionnel, la maladie prendra constamment le dessus sur moi. J'aurai beau faire tous les efforts du monde, tant que les émotions ne circulent pas, la maladie prendra le dessus. Ce que la société nous a appris à faire, c'est « chut, tu ne cries plus, tu ne ris plus, tu ne pleures plus, tu deviens adulte ». Et c'est là que l'on rentre dans le stress, dans ce moule occidental que la vie c'est dur, qu'il faut tout le temps se battre, que c'est la compétition tout le temps.
Et ce stress nous fait faire des choix de vie qui nous fait perdre l'usage de notre corps. Pour moi, on n'a pas été conçu par la nature pour être vieux et malade. On a été conçu pour disposer pleinement de notre corps et de nos émotions, peu importe le temps que l'on passera sur cette terre. सारी रात जागी ना सोई वे तेरी मोहब्बत सता